Gene Hackman a écrit une lettre jamais envoyée, mais c'est la dernière pièce qui a révélé une tragédie inimaginable. Le FBI l'a trouvée, les mots griffonnés, les phrases décousues, mais suffisamment pour révéler la vérité la plus terrible. Hackman savait que sa femme était mourante, mais il ne pouvait rien faire. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que son esprit était devenu une prison. Les mots fragmentés étaient comme des cris silencieux dans le manoir à $1 million, un endroit sans sang, sans signe d'effraction, pourtant le théâtre d'une tragédie obsédante. Une femme s'effondrait sans qu'on la remarque. Un homme errait inconscient, emprisonné dans son propre corps et son propre esprit. Une dernière lettre, non lu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette lettre, enfin, disait tout. Santa Fe, en Nouveau-Mexique, une terre paisible où des montagnes lointaines entourent des demeures tranquilles, isolées du bruit du monde moderne. La maison de Gene Hackman, d'une valeur de 3,8 millions de dollars, était nichée dans ce cadre idyllique, avec des murs en terre et des fenêtres donnant sur le vaste ciel. Mais un après-midi d'hiver, la tranquillité inhérente à l'endroit s'est transformée en un silence obsédant. Le 26 février, la police de Santa Fe reçut un appel d'un ami proche de la famille Hackman, Doug Lanham. Un ami de longue date de l'acteur essayait de le joindre depuis plusieurs jours sans succès. C'était inhabituel. Hackman était peut-être indifférent à la technologie, mais il ne coupait jamais complètement le contact avec ses amis proches. Un sentiment d'inquiétude s'empara de Doug, le poussant à agir. Lorsque la police arriva, le portail de la maison était toujours fermé, sans aucun signe de dommage ou d'effraction. L'un des agents poussa prudemment la porte d'entrée, qui était déverrouillée. Dès qu'ils entrèrent, ils remarquèrent que l'atmosphère à l'intérieur de la maison était étrangement lourde. Aucun bruit ne se faisait entendre, à l'exception du vent s'infiltrant par les fentes des fenêtres. Pas de télévision, pas de musique, juste un silence complet. Leurs pas résonnaient sur le parquet en bois alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la maison. Il n'y avait aucun signe de lutte. Tout semblait intact. Des peintures inachevées de Hackman sur le chevalet aux livres sur la table. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel. Sur le comptoir de la cuisine, une vieille tasse de café était restée inachevée, comme si quelqu'un l'avait versée et n'était jamais revenu. Puis ils trouvèrent Hackman. Il était allongé sur le sol d'une petite pièce près de la cuisine, ses lunettes de soleil et sa canne à côté de lui. Son visage était paisible, mais ses yeux mi-clos suggéraient quelque chose d'inexplicable, comme s'il était décédé sous le choc. Mais ce n'était pas la seule chose qui stupéfia les policiers. À un peu plus de 6 mètres de là, dans la salle de bain, Betsy Arakawa, la femme de Hackman, était également allongée et mobile. Il n'y avait aucun signe de violence, aucun signe de lutte ou d'effraction dans la maison. Tout était intact, à l'exception du silence inquiétant qui enveloppait tout l'espace. Pourquoi personne n'a-t-il signalé cela? Pourquoi personne n'était-il au courant? L'un des enquêteurs chuchota à son collègue. Ils ont rapidement réalisé la chose la plus troublante. Hackman n'avait pas de téléphone portable. Hackman n'avait jamais été friand de technologie. Alors que le monde était plongé dans les smartphones, les réseaux sociaux et les SMS. Il restait fidèle aux lettres manuscrites, aux rencontres en face à face et à un mode de vie simple. Tom Allen, un autre de ses amis de longue date, a raconté plus tard, Gene ne s'intéressait pas au téléphone. Il n'en a jamais possédé, et si quelqu'un essayait de lui en donner un, il se contentait de rire et de dire qu'il n'en avait pas besoin. Il aimait écrire, peindre et vivre lentement. Mais cette simplicité a conduit Hackman à une tragédie inattendue. Après l'incident de Betsy le 11 février, Hackman n'a peut-être pas réalisé la gravité de l'état de sa femme. Il a peut-être essayé de l'aider, ou il a peut-être été complètement inconscient de ce qui se passait. Atteint d'une forme avancée de la maladie d'Alzheimer, Hackman vivait dans une réalité floue où le temps et les événements pouvaient se confondre, où le passé pouvait devenir le présent et le présent disparaître dans le néant. Si Hackman avait eu un téléphone, un simple appel d'urgence, un SMS ou même un mauvais numéro auraient pu tout changer. Mais dans cet isolement, le temps passait sans qu'on s'en aperçoive. La police commença à reconstituer la chronologie des événements. Betsy avait contacté un ami par email le 11 février, mais après cela, il n'y eut plus aucun signe d'elle.
Elle n'ouvrit pas d'email, n'envoya pas de message, n'apparut nulle part après 17h15 ce jour-là. Les jours suivants, les amis et associés de Hackman remarquèrent également un silence inhabituel. Doug Lanham se souvient, « J'ai envoyé un SMS à Jean. » Pas de réponse. Je l'ai appelé, mais je savais qu'il n'avait pas de téléphone. Alors j'ai pensé qu'il se reposait ou qu'il peignait quelque part. Mais au fil des jours, je me suis inquiété. Les emails envoyés à Betsy restaient sans réponse. La vie de ce couple célèbre semblait s'être figée en un instant, sans que personne à l'extérieur ne s'en aperçoive. Mais il y avait un dernier signe, un faible indice que personne n'a découvert avant qu'il ne soit trop tard. Une lettre écrite par Hackman, d'une écriture griffonnée, gisant sur son bureau. Ce n'était pas une lettre complète, et elle n'avait pas d'adresse de destinataire. C'était comme un monologue de Hackman, une tentative désespérée d'enregistrer ce dont il était témoin, mais qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement. Les enquêteurs se sont demandé s'il avait réalisé que sa femme était partie, s'il était conscient de son propre isolement, et si cette lettre était un appel à l'aide qu'il n'avait jamais eu la chance d'envoyer. Quelle que soit la réponse, cette lettre soulevait une question plus importante. Que s'est-il réellement passé dans les derniers jours de Gene Hackman? Une tragédie s'est déroulée en silence, sans être vue, et personne n'est intervenu. Et puis, lorsque les dernières portes se sont ouvertes, il ne restait que les traces éparses d'une histoire inachevée. Le 11 février, une journée ordinaire à Sainte-Fe. Il faisait froid. Le vent soufflait sur les routes de terre rouge caractéristiques du Nouveau-Mexique. Betsy Arakawa quitta la maison tôt le matin. Son programme était banal. Une visite au marché fermier. L'achat de nourriture pour animaux, puis le retour dans l'après-midi. Une journée simple et paisible. Personne n'aurait pu imaginer que ce seraient ses dernières traces dans ce monde. 9H, marché fermier de Santa Fe. Betsy conduisit sa Lexus argentée jusqu'au marché fermier, où elle achetait régulièrement des produits frais pour sa famille. Les vendeurs la connaissaient bien, elle, petite femme de 61 ans, toujours habillée simplement, mais avec une élégance naturelle. Une de ses amies, Nancy Wells, était également au marché ce jour-là, et se souvint plus tard que Betsy avait l'air tout à fait normal. Elle souriait à tout le monde, choisissait quelques pommes, quelques légumes verts. Je l'ai même taquinée en lui demandant si Jean mangeait des légumes, et elle a juste ri et dit qu'il aimait sa soupe de légumes. Rien d'inhabituel, aucun signe indiquant que ce serait la dernière fois qu'elle se rendrait dans ce marché. 11H30, Animalery. Betsy s'est arrêtée dans une petite animalerie près du centre-ville de Santa Fe. Sa famille possédait 2 Golden Retrievers, et elle se souciait toujours de leur alimentation. Le vendeur de l'animalerie a raconté plus tard que Betsy avait acheté un sac de nourriture de qualité supérieure et quelques friandises. Elle m'a posé des questions sur un nouveau type de nourriture. Elle était toujours attentionnée envers ses chiens. Rien d'extraordinaire. C'était toujours une femme gentille, qui se souciait de tout ce qui l'entourait. Ses activités n'avaient rien d'extraordinaire, mais c'est précisément ce qui rendait sa disparition si étrange. Une personne menant une vie normale, disparaissant soudainement sans laisser de traces. 17H15, retour à la maison. La Lexus argentée s'arrêta devant le portail du manoir. Les caméras de sécurité du quartier n'ont rien enregistré de suspect. Personne ne traînait dans les environs. Aucun signe d'effraction. Betsy ouvrit la porte, fit entrer les sacs, mais après ce moment, tout contact avec elle cessa complètement. Le 12 février, une amie de Betsy lui envoya un email l'invitant à une petite exposition d'art le week-end suivant. Aucune réponse. Le 14 février, un voisin proche lui a envoyé un SMS pour prendre de ses nouvelles. Aucune réponse. Le 16 février, le compte bancaire de Betsy n'affichait aucune transaction depuis son achat au marché fermier. Elle avait disparu. Le silence a duré les jours suivants. Mais comme Betsy et Gene Hackman vivaient de manière assez recluse, personne n'a immédiatement soupçonné quoi que ce soit. Leurs amis pensaient simplement que le couple voulait profiter d'un peu de temps à eux. Personne ne savait que la tragédie avait frappé dans cette maison tranquille. Lorsque la police a trouvé le corps de Betsy dans la salle de bain le 26 février, rien n'indiquait qu'elle avait été agressée. Les portes n'étaient pas forcées. Les objets n'avaient pas été déplacés. Il n'y avait ni sang, ni blessures, ni signes de lutte. Seul son corps gisait là,
comme si elle s'était effondrée sans prévenir. Le médecin légiste a déterminé qu'elle était décédée environ 2 semaines avant d'être retrouvée, ce qui correspond au 11 février, date à laquelle elle est rentrée chez elle. Mais la cause de sa mort a vraiment choqué tout le monde. Betsy n'est pas décédée d'une maladie cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une autre cause naturelle pouvant survenir chez une personne de 61 ans. Elle est morte du syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie rare mais extrêmement dangereuse transmise par les excréments et l'urine des rongeurs. L'hantavirus est un virus dangereux qui peut provoquer un syndrome de détresse respiratoire sévère. Il se transmet par inhalation de particules de poussière infectées par le virus, provenant des excréments de rongeurs ou par contact direct avec leur urine et leur salive. Le médecin légiste a trouvé des traces d'hantavirus dans le système respiratoire de Betsy et la maladie avait progressé rapidement, causant de graves lésions pulmonaires en quelques heures. Les experts médicaux ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu contracter la maladie dans les jours précédant son décès, peut-être en nettoyant la pièce de rangement ou en entrant accidentellement en contact avec des excréments de rongeurs en faisant du jardinage. Mais ce qui est effrayant, c'est que cette maladie peut ne pas présenter de symptômes clairs jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Betsy s'est peut-être sentie mal en rentrant chez elle, pensant qu'il s'agissait simplement d'un rhume. Elle est peut-être allée aux toilettes, s'est sentie essoufflée, puis n'a soudainement plus pu appeler à l'aide. Personne n'était là pour l'aider. Pas de téléphone pour appeler les services d'urgence. Aucune chance pour elle de survivre. Bien que la cause de la mort de Betsy soit claire, la police avait encore de nombreuses questions. Pourquoi Hackman n'a-t-il pas signalé le décès à la police ou appelé quelqu'un à l'aide? A-t-il réalisé ce qui s'était passé ou la maladie d'Alzheimer l'a-t-elle complètement désorienté? La lettre que Hackman a écrite était-elle sa façon d'essayer d'exprimer ce dont il avait été témoin? Mais qu'il ne comprenait pas? La seule certitude était que Betsy était décédée dans une solitude absolue et que Hackman, son mari depuis de nombreuses décennies, n'avait peut-être pas compris ou n'avait pas pu faire quoi que ce soit pour la sauver. Sa mort n'était pas un homicide, pas de coupable, pas d'arme. Juste un virus mortel, une maladie rare et un silence qui a duré des jours. Mais s'il ne s'agissait que d'une tragédie isolée, pourquoi le FBI s'est-il impliqué? La réponse se trouve dans la dernière lettre de Gene Hackman. Le manoir de Gene Hackman était plongé dans un silence inquiétant. Lorsque la police a découvert les corps de lui et de sa femme, elle a pensé qu'il s'agissait d'une mort naturelle due à la vieillesse. Mais un détail a incité le FBI à intervenir. Une lettre non envoyée gisait sur le bureau de Hackman. Le morceau de papier froissé, avec des lignes griffonnées, ne suivait pas un ordre clair. L'écriture ne ressemblait pas au style net et ferme que Hackman avait quand il était en bonne santé. L'agent special John Whitaker, qui a lu la lettre en premier, a décrit ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas seulement une lettre, c'était une tentative désespérée de communiquer. Mais l'auteur était perdu dans son propre esprit. Hackman, un homme autrefois vif, intelligent et toujours maître de la situation, ne semblait plus assez lucide pour organiser ses pensées. Les mots sur le papier étaient fragmentés, confused, comme s'il essayait de s'accrocher à une réalité qui lui échappait. La première phrase fit frissonner l'enquêteur. Betsy a froid. A-t-elle froid? Au sens propre ou au sens figuré? Hackman essayait-il de dire que sa femme était décédée? Ou était-ce simplement sa perception de la distance qui les séparait alors que sa mémoire s'estompait? Le médecin légiste a confirmé que Betsy était décédée des suites d'un hantavirus. Mais ce qui préoccupait le FBI n'était pas la cause biologique. C'est quand Hackman s'en est rendu compte. Si cette lettre avait été écrite avant le décès de Hackman, cela signifiait qu'il savait que sa femme était morte, mais qu'il ne l'avait dit à personne. Pourquoi? La maladie d'Alzheimer avait peut-être altéré sa perception du temps. Peut-être ne savait-il pas comment appeler à l'aide. Peut-être que dans son esprit confus, il pensait qu'elle était toujours en vie. Au pire, il savait qu'elle était partie, mais ne pouvait accepter la vérité. Le FBI avait vu beaucoup de cas étranges, mais un vieil homme solitaire écrivant une lettre comme un appel à l'aide qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. C'était une histoire obsédante. La phrase suivante de la lettre rendait tout encore plus mystérieux. Zina est enfermée. Qui était Zina? Un parent? Un nom de code? Quelque chose dont Hackman avait peur.
Le FBI a immédiatement enquêté sur toutes les personnes liées à Hackman et Betsy, mais il n'y avait personne du nom de Zina. Le manoir n'avait pas de pièces fermées à clé, pas de coffre-fort. Aucun signe que Hackman essayait de cacher quelque chose. Ce n'est que lorsqu'une jeune enquêtrice, Rachel Monroe, eut une nouvelle idée. Zina n'était peut-être pas une personne. Ils ont réexaminé la maison, et c'est là qu'ils ont trouvé un petit chat nommé Zina, enfermé dans la salle de stockage depuis des jours. Le chat était maigre, gravement déshydraté. Il ne miaulait pas, n'essayait pas de s'échapper, comme s'il avait accepté son sort. Mais l'important n'était pas le chat, mais la question plus importante. Pourquoi Hackman l'avait-il enfermé? Se souvenait-il de l'avoir fait? L'avait-il enfermé dans un accès de panique après avoir appris le décès de sa femme? La police a confirmé que la pièce de rangement n'était pas dangereuse. Mais pour Hackman, un homme qui perdait progressivement la raison. Il a peut-être pensé qu'il y avait quelque chose d'effrayant dans la maison et a accidentellement enfermé le chat par réflexe d'autodéfense. Le FBI et des chercheurs en neuropsychologie ont commencé à dresser le portrait des derniers jours de Gene Hackman. Il s'est rendu compte que Betsy était décédée, mais en raison de la maladie d'Alzheimer. Il ne savait pas comment le signaler ou ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Il se sentait mal à l'aise, peut-être à cause de la solitude ou de la désorientation. Alors il a enfermé le chat Zina, de peur qu'il ne se mette à courir partout. Il a écrit la lettre pour tenter de comprendre la situation. Mais son esprit était trop confus pour s'exprimer clairement. Ceux qui ont travaillé avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer savent qu'au dernier stade de la maladie, le cerveau peut ne plus faire la distinction entre la réalité et l'illusion. Hackman a peut-être fait le tour de la maison en parlant à Betsy comme si elle était toujours là, sans se rendre compte qu'elle était partie. Cette lettre n'était pas seulement un morceau de papier avec quelques mots griffonnés. C'était la preuve d'un homme qui se perdait peu à peu, un grand esprit autrefois connu du monde entier, maintenant une âme perdue dans sa propre maison. Lorsqu'ils ont reçu le rapport de la police locale, le FBI n'avait pas l'intention d'enquêter sur cette affaire. Mais lorsque la lettre a été retrouvée, un élément les a incités à y regarder de plus près. Hackman était-il vraiment juste une victime de la maladie d'Alzheimer? Ou s'était-il passé autre chose? Ils ont commencé à réexaminer tous les aspects de l'affaire. Les derniers emails de Betsy, les appels récents de Hackman, s'il y en avait, les caméras de sécurité dans la zone, tout ce qui pouvait les aider à mieux comprendre la situation. Et c'est alors qu'ils ont découvert un appel déconnecté depuis le téléphone fixe de Hackman le 12 février, un jour après le décès de Betsy. Il avait essayé d'appeler quelqu'un, mais l'appel avait duré moins de 5 secondes avant d'être raccroché. Le FBI se demandait qui Hackman avait appelé. Avait-il réalisé ce qui s'était passé mais n'avait pas pu l'exprimer? Ou quelqu'un n'était-il intervenu dans leur vie à leur insu? La lettre pouvait être la preuve d'un homme progressivement perdu dans son propre esprit, mais elle pouvait aussi être un élément crucial d'un mystère plus vaste. Le FBI savait qu'il ne pouvait encore rien conclure. Mais il savait aussi une chose avec certitude. Cette histoire n'était pas terminée. Sur le sol froid du manoir des Hackman, une petite caisse en fil de fer était poussée dans un coin presque caché par les ombres. Lorsque l'équipe d'enquêteurs la découvrit, personne ne s'attendait à ce qu'elle contienne l'un des indices les plus importants de l'affaire. Zina, le petit chien de Hackman, était morte. Non pas de violence, aucun signe de blessure, mais son corps était émacié, ses yeux enfoncés. Ses griffes griffaient la caisse comme si elle avait essayé de s'échapper pendant des jours. L'enquêteur John Whitaker se pencha, ouvrant doucement la porte de la caisse. La puanteur de la mort fit que tout le monde se couvrit le nez. Mais ce qui était le plus effrayant, ce n'était pas le corps de Zina, mais le silence obsédant qu'il laissait derrière lui. Pourquoi Zina était-elle enfermée dans la caisse? Qui avait fait ça? Selon les dossiers de l'hôpital vétérinaire local, Zina avait été amenée chez le vétérinaire par Hackman le 10 février, juste un jour avant le décès de Betsy. Elle présentait des signes d'une infection mineure à la patte, mais était par ailleurs en bonne santé. Le vétérinaire se souvenait clairement de cette journée. Hackman semblait plus confus que d'habitude, mais il était encore assez lucide pour demander comment s'occuper de Zina. Il écoutait, hochait la tête et prenait même des notes sur un petit bout de papier dans la poche de sa veste. Il était confus, mais attentionné.
On voyait qu'il aimait Zina. Il semblait juste avoir du mal à se rappeler de ses pensées. Mais d'une manière ou d'une autre, en l'espace de 48 heures, Zina a été enfermée dans la caisse, complètement abandonnée, et est morte de faim et de soif. Que s'est-il passé dans l'esprit de Hackman? Les données médico-légales provenant du manoir ont révélé quelque chose d'étrange. Les 2 autres chiens de Hackman avaient survécu. Ils n'étaient pas affamés. Leurs gamelles contenaient encore de la nourriture sèche et de l'eau. Cela montrait que Hackman avait encore des actions instinctives, même si sa mémoire s'était gravement détériorée. Il se souvenait encore de nourrir les 2 gros chiens. Il leur ouvrait encore la porte pour qu'ils sortent, mais d'une manière ou d'une autre. Il avait complètement oublié Zina. C'est la manifestation la plus dangereuse de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Les patients peuvent accomplir inconsciemment leurs habitudes quotidiennes, mais lorsqu'ils sont confrontés à une nouvelle situation, comme s'occuper d'un chien qui vient de rentrer de l'hôpital, ils ne s'en souviennent pas. Peut-être que Hackman a ramené Zina à la maison, l'a mise dans la cage pour la protéger, puis a immédiatement oublié qu'elle était là. Il n'a pas intentionnellement affamé Zina. Il ne se souvenait tout simplement pas de son existence. En regardant le corps de Zina dans la cage exiguë, l'enquêteuse Rachel Monroe a ressenti une tristesse indescriptible. Ce chien était aimé, mais l'amour ne suffit pas lorsque l'esprit vous trahit. Peut-être que Hackman avait tenu Zina, qu'il l'avait caressée, mais qu'il avait immédiatement oublié pourquoi il l'avait fait. Peut-être qu'il l'avait entendu appeler à l'aide, mais que dans le chaos de sa mémoire, il ne savait pas quoi faire. Ce qui rend cette affaire obsédante, ce n'est pas ce que Hackman a fait, mais ce qu'il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu appeler à l'aide pour sa femme. Il ne se souvenait pas avoir enfermé Zina dans la caisse. Il n'a pas pu relier les fragments de sa propre mémoire. Et peut-être n'a-t-il jamais réalisé que tout ce qui l'entourait disparaissait peu à peu. Le FBI a poursuivi son enquête. Il a examiné les caméras de circulation, vérifié les données du téléphone fixe de Hackman, mais il n'y avait aucun appel, aucun signe d'étranger. Cette histoire n'a pas de méchant évident, juste un vieil homme, autrefois une icône puissante sur les écrans hollywoodiens, qui lutte maintenant en silence contre une maladie qui lui a volé la vie de la manière la plus cruelle. La lettre non envoyée, le chat enfermé, le chien oublié. Tous sont les pièces d'une tragédie dont Hackman lui-même n'avait pas conscience. Mais une grande question reste sans réponse. Y avait-il quelqu'un d'autre là-bas pendant les derniers jours de Hackman? Le FBI a commencé à envisager une possibilité plus effrayante. Une possibilité qui pourrait complètement changer la façon dont cette affaire est perçue. Car parfois l'oubli n'est pas accidentel. Le 18 février, le manoir où Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, vivaient autrefois paisiblement, était désormais plongé dans un silence inquiétant. Aucun bruit. Personne n'entrait ni ne sortait. Aucun signe de vie. Les voisins, habitués à l'image d'un Hackman calme mais digne, d'une Betsy douce au sourire radieux, ne se parlaient plus que de la mystérieuse disparition de ces 2 personnes. Finalement, lorsque la police a fait irruption dans la maison, elle s'est rendue compte que Hackman était resté là pendant des jours, seul, sans que personne ne le sache. Le médecin légiste a confirmé qu'il était décédé vers le 18 février, une semaine après la mort de Betsy. Le corps de Hackman, lorsqu'il a été retrouvé, était extrêmement émacié. Sa peau était pâle, avec des signes évidents de déshydratation et de malnutrition. La cause? Une grave insuffisance cardiaque, due à sa santé déjà fragile combinée à un manque de nourriture et de boissons. Une faiblesse générale, alors que son corps s'affaiblissait progressivement, dans une maison où personne ne lui rappelait qu'il avait besoin de vivre. La police est restée silencieuse sur les lieux du manoir. Aucun signe indiquant que Hackman ait essayé d'appeler quelqu'un. Aucun appel, aucun email, aucun message. Des empreintes de pas éparpillées sur le sol montraient qu'il avait probablement erré pendant des jours, mais il n'y avait aucun signe d'une tentative de quitter la maison. Le réfrigérateur était grand ouvert, mais la nourriture était intacte, preuve évidente que Hackman n'était plus conscient qu'il avait besoin de manger pour survivre. Mais le plus déchirant se trouvait sur la vieille table en bois où Betsy avait l'habitude de lire des livres. Un morceau de papier froissé, quelques lignes griffonnées d'une écriture tremblante. Betsy a froid.
Le FBI a décidé de reconstituer les derniers jours de Hackman en analysant les traces dans le manoir. Ils ont découvert une série d'actions répétées, comme si Hackman était pris au piège dans une boucle sans fin. Il a marché de la chambre à coucher au salon. Il a ouvert le réfrigérateur, mais n'a rien sorti. Il s'est tenu devant la porte d'entrée, regardant dehors, mais ne l'a pas ouverte. Il est retourné dans la chambre, puis a continué la boucle, comme une habitude inconsciente. Le psychiatre légiste Monroe, qui avait l'expérience des enquêtes sur la maladie d'Alzheimer, a analysé. Hackman ne réalisa pas que sa femme était partie, ou si c'était le cas. Ce souvenir continuait à disparaître de son esprit. Il aurait pu la chercher encore et encore, mais chaque fois qu'il traversait les pièces vides, il oubliait qui il cherchait. C'était la plus grande tragédie de Hackman. Pas la mort, pas la solitude, mais l'oubli progressif qui engloutit les choses les plus importantes de sa vie. Betsy est décédée le 11 février. Mais Hackman ne s'en souvenait pas. Lorsque le FBI a vérifié les caméras de sécurité de la zone, il s'est avéré que personne n'était entré ou sorti du manoir après le 11 février. Cela prouvait que Hackman était resté seul dans la maison, complètement désorienté dans le temps. Les indices dans la maison montraient qu'il avait survécu inconsciemment. Un verre d'eau laissé sur la table, encore plein. Il l'avait peut-être versé, mais avait oublié de le boire. Un livre laissé ouvert, mais dont les pages n'avaient pas été tournées, signe que quelqu'un essayait de se concentrer, mais perdait le contact avec la réalité. Le téléphone fixe avait sonné juste à côté de lui, mais n'avait pas été utilisé. Hackman avait peut-être oublié qu'il devait appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide. Ce qui restait dans la maison ne racontait pas l'histoire d'un décès, mais celle d'un homme qui avait peu à peu disparu de son esprit. Lorsque la police emballa les affaires d'Hackman, elle trouva un petit bout de papier glissé à l'intérieur du livre qu'il lisait. Pas grand-chose, juste une ligne. Betsy m'attend. Personne ne sait quand Hackman a écrit cette phrase. Peut-être avant que la maladie d'Alzheimer ne lui fasse perdre la mémoire. Peut-être au dernier moment. Lorsqu'une partie du souvenir de Betsy a soudainement jailli comme une faible lumière dans l'épais brouillard. Peut-être s'est-il finalement souvenu de tout, et peut-être qu'à ce moment-là, il n'était plus perdu. Il n'y avait pas de tueur. Seul le temps, la maladie et l'isolement les ont tués de la manière la plus cruelle. Gene Hackman et sa femme sont morts dans un silence inquiétant, dans un monde où ils n'avaient que l'un l'autre, puis l'un est tombé. L'autre s'est évanoui en silence. La dernière lettre de Hackman n'était pas seulement la clé pour découvrir la vérité, mais aussi un miroir reflétant une tragédie plus terrible que n'importe quel crime. Parfois, l'oubli est plus effrayant que la mort.